Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne One Voice, One Power. Je suis Mea Olympio. Je suis Anaëlle Jean-Charles, l'émission qui souhaite aider les survivants de violences. On aimerait que des femmes ou des hommes expriment leur traumatisme grâce à l'art. Ça peut être la peinture, la musique, la sculpture, la littérature, le théâtre et bien d'autres encore. Aujourd'hui avec nous sur Zoom, Minou Christelle, survivante, journaliste, animatrice et militante, et Nicole Krenz, survivante et auteure du roman d'autofiction Bullshit, ceci n'est pas une histoire d'amour. Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre sur Zoom. Dans cette émission, on va parler de la violence au nom de l'amour. C'est un livre qui raconte l'histoire de Chloé. C'est une jeune femme qui se retrouve piégée dans une relation avec Cédric. Elle découvre que son mari était en fait un pervers narcissique qui passait son temps à la rabaisser et à la violer. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'amour justifie la violence. Donc en réalité, il est très important que les gens comprennent que la violence n'a pas sa place dans une histoire d'amour. Pouvez-vous nous résumer votre livre ? Je pense, c'est une introspection dans ce qu'est la violence conjugale. Donc, j'ai pris la métaphore d'une corrida, parce que j'ai été voir une corrida et en fait, tout était là face à moi, le rythme, le spectacle, la perversion finalement d'un public qui adhère à la mort, à la violence. Et c'est là où j'ai dit, bien sûr que c'est comme ça que je dois écrire ce livre-là. Et finalement, c'est montrer que effectivement ceci n'est pas une histoire d'amour. Lorsque j'ai fait des interviews, la première chose qu'on me pose comme question, c'est bien sûr vous l'avez aimé. Et là, je peux répondre non, je ne l'ai pas aimé. C'était ce manque foncièrement d'amour et cette notion d'abandon qui m'a fait faire ça. Et donc, il y a cette part de responsabilité que je pense qu'on doit aussi prendre. La femme ne doit pas non plus se victimiser. Elle doit être responsable aussi de ce qu'elle a vécu pour justement ne plus le vivre et comprendre ce que c'est le respect, comprendre ce que c'est dire non, comprendre dans son éducation propre que d'abord, ça n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que ce livre représente pour vous? D'abord, c'était moi en tant qu'écrivain, donc je trouve que c'était mon accomplissement premier en tant que la réalisation de soi en tant qu'artiste. Donc ça, c'est vraiment l'artiste qui a pu s'exprimer. Essentiel, c'est la force, s'exprimer, avoir une telle matière, c'était juste quelque part du pain béni parce que c'est pour la création, c'est fantastique d'aller au plus profond de soi. Et ensuite, j'ai vu l'impact qu'il a fait en fait dès sa sortie sur un public où il a pu donner l'autorisation à parler. Parce que c'est ça qu'on enlève beaucoup. On peut en parler, on peut dire, on n'a pas honte. Moi, j'ai vu des amis de ma mère de 70 ans qui tout d'un coup ont remercié ma mère parce qu'elle leur a dit, mais moi, ça fait 35 ans que je vis avec un tyran. Et enfin, je peux dire ce qu'il en est. Donc, c'est donner cette liberté. C'est ça qui est fantastique. Et c'est là où l'impact d'une œuvre d'art, ou quelle qu'elle soit, a tout d'un coup son histoire. Elle a ce côté magique. Il n'y a pas de prix pour ça. Ça, c'est fantastique. En lisant le livre, on reçoit, on arrive vraiment à percevoir la liberté des mots, en fait. On arrive à se sentir, se mettre dans la peau de Chloé. Donc, moi, en tout cas, en lisant le livre, je me suis dit, mais je déteste Cédric. J'ai ressenti une certaine haine pour Cédric. Et c'est triste de savoir que c'est quelque chose qui arrive tout le temps, quoi. Mais tout le temps, parce que je pense qu'on parle encore d'amour d'une façon complètement ancestrale, où il y a cette fille qui doit rencontrer son prince charmant et avoir des enfants et avoir cette petite maison, au lieu de dire qui je suis moi et qui je vais rencontrer par rapport à ça. C'est le reflet de nous-mêmes que nous avons en face de nous. Donc on attire qui on est aussi. Donc, je pense que c'est aussi casser beaucoup de schémas, de croyances et les remplacer par celles d'aujourd'hui où on est un individu complètement à part et il faut construire cet individu pour que justement il ne rencontre pas ces personnes-là, que ce soit homme ou femme aussi. Hein. Comment est-ce que votre définition de l'amour a évolué finalement aujourd'hui ? Par un reset complet, je pense, par une transformation de mon être, de comprendre. Euh, il faut réaliser ce que l'on a fait avec beaucoup d'honnêteté,
Pourquoi on s'est mis dans des situations comme ça? Il y a des raisons. Il y a le manque d'amour, il y a la question d'abandon, il y a vraiment des sujets bien précis qui font en sorte qu'on va s'abandonner dans des histoires complètement destructrices. Et il faut passer par les phases de colère, de dégoût, de tristesse pour pouvoir commencer à remettre une base qui est belle, qui est solide, qui est respectueuse de soi et de l'autre pour enfin pouvoir se dire, là, je suis prête à accueillir des belles personnes et des personnes qui me ressemblent aujourd'hui. Minou, est-ce que vous rejoignez Nicole sur ces points? Est-ce que vous aussi, votre conception de l'amour a évolué? J'ai la chance, moi, par contre, d'avoir eu une base sur l'amour d'abord, de manière généralisée, sur le fait que moi, l'amour que j'ai reçu par mon père était juste parfait. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi j'ai eu une enfance magnifique, je suis la seule fille et j'ai des frères, j'ai que des frères. Donc moi, j'ai grandi dans un univers masculin. Et par contre, j'ai bugué quand justement j'ai fait la rencontre de mon ex et que j'ai vécu des violences. Je me suis rendu compte que j'avais affaire à une personne qui a grandi dans un foyer violent. Il a vu sa mère supporter sa conception de l'amour à lui, c'était aussi que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on frappe. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai bugué dans mon cerveau parce que je ne savais pas, c'est la première fois que j'ai écouté que si on t'aime, on peut te battre, c'est-à-dire on peut te faire du mal. Et j'ai complètement été détruite. Par contre, ce qui a beaucoup changé envers moi, c'est mon self-love. Parce que nous, dans notre éducation en tant que femme noire, même si ça n'a pas été totalement ça, mais c'est quand même ça, on nous apprend à nous sacrifier pour l'autre. C'est-à-dire, on nous apprend normalement à tout donner pour l'autre. C'est-à-dire que on fait tout pour que notre relation marche, parce qu'on a besoin demain d'être des futurs parents accomplis, mais surtout, on vit énormément pour le regard de la famille, pour le regard de la société. Moi-même, j'étais dedans, c'est-à-dire, j'ai pas été épargnée. Par contre, aujourd'hui, ma conception de l'amour a changé dans le sens où c'est d'abord moi, je me suis réapproprié mon être, c'est-à-dire que je m'aime 3 fois plus. J'ai beaucoup bossé sur moi parce que ça fait quand même 6 ans que je suis célibataire. J'ai refusé de me remettre dans une relation pour faire un travail énorme pour que cela ne puisse plus m'arriver et pour que je puisse déceler toutes les formes de violence, tous les prémices. Parce que le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris à déceler les prémices pour partir à temps. La plupart du temps, on oublie que quand il y a la première gifle, c'est déjà trop tard pour 90% de femmes. Il y a cette phrase qui ressort constamment, à la première gifle, partez. Il y a déjà les violences psychologiques en fait, qui ont été mises sur pied parce qu'il y a une escalade de la violence. Et donc, c'est fait en sorte que là, je veux dire, par exemple, moi, je prends mon cas. À la première gifle, je ne suis pas partie. Et il y a déjà un langage qui a été commis, c'est-à-dire que moi j'ai eu les demandes de pardon, j'ai eu les larmes, j'ai eu du genre je vais jamais te frapper, mais ça a été grave plus tard. Donc ce qui fait en sorte que aujourd'hui je me suis réapproprié mon corps parce que dans la violence conjugale, il y a la violence sexuelle, c'est-à-dire que le fait de ne pas vouloir un rapport mais de le suivre, il y a la violence psychologique, il y a le fait à un moment donné que tu as été brisé et il faut reconstruire chaque morceau de ta personne, de ton être. Je me suis réapproprié beaucoup de choses sur ma personne. J'ai appris à plus m'aimer. Et là, je te rejoins parce que c'est vraiment prendre ce temps de reconstruction, de comprendre vraiment pourquoi on a accepté ça et de se reconstruire nous, de se découvrir nous. Et je vois chez beaucoup de femmes, en fait, elles prennent pas le temps parce qu'elles ont encore cette éducation que sans le regard de l'homme, finalement, elles sont pas grand-chose. Et non, c'est vraiment s'aimer d'abord, quoi. Ce self-love, comme tu dis très justement, mais est essentiel. C'est la force, ça, c'est notre force, c'est notre socle. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir tout de suite dire non. Et que ça soit un ami, que ce soit un parent, que ce soit un mari, que ce soit à qui que ce soit, on a tout d'un coup ce socle qui est extrêmement solide et que là, personne ne peut venir le détruire. Pour vous, quels sont les signes d'une personne violente ou d'un manipulateur ou d'un pervers narcissique? On doit s'écouter, ce corps, il nous parle. Cette âme, elle nous dit tout.
C'est nous qui ne voulons pas l'écouter, mais à chaque moment, elle nous dit exactement comment on se ressent. Combien de fois on s'est ressenti mal quand on était à côté de quelqu'un, où on se sent pas bien avec cette personne, ou on a eu une amie qui nous a fait un peu de chaud-froid, mais on laisse passer beaucoup de choses parce qu'on se dit elle est tellement géniale que, ben non, 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 ce corps, il bat, ce corps, il nous dit tout. Et c'est vraiment cette relation avec le corps qu'on doit avoir, plus que finalement les signes avant-coureurs de l'autre. Mais on le sait, ça. Mais on le sait très bien. C'est nous qui allons dans cette histoire pour une raison, c'est nos failles à nous qu'on doit résoudre. C'est vraiment important de s'écouter, en effet, d'écouter son corps. Mais comme vous le dites bien, on a quand même un instinct qui est assez fort. Et justement, je voulais, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment parlé de votre expérience et de l'inspiration qui se cache derrière le livre. Derrière Chloé, il y a forcément moi. Et derrière, justement, cette personne, il y avait cette volonté il y avait cet exemple familial où effectivement, ma mère, eux, ils sont brésiliens, ils étaient brésiliens à la base, et puis c'est un peu la même manière aussi que l'Afrique où c'est très important, la femme prendre soin de son mec, mais j'ai entendu mon père aussi colérique, mais il n'était pas méchant du tout, mais j'ai entendu tout ça. Et le fait que ma mère ne m'ait pas non plus laissé cette place avec mon père, que j'ai retrouvé par la suite, heureusement, m'a pas aidé non plus à grandir d'une manière saine. Minou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Le problème chez nous, ça vient de l'éducation des femmes noires. Complètement. C'est-à-dire que Oui, l'éducation des femmes noires n'est pas faite en fait pour écouter son ressenti. oui, L'éducation de la femme noire est faite pour se sacrifier pour le bien de l'autre ou de l'intérêt commun. oui, oui. Et donc, et l'un des gros problèmes, par exemple, quand il faut ressentir les prémices, c'est un homme qui contrôle tout. Les prémices, c'est un homme, à un moment donné, qui veut en fait te faire un isolement social. Il y a beaucoup qui tombent là-dedans, c'est-à-dire qu'ils cherchent dans des relations des mères de famille, c'est-à-dire pas des épouses même, hein, des femmes qui vont assurer la descendance. Ils ne cherchent pas des amoureuses, ils ne Ouais, cherchent pas ils ne cherchent pas à faire un tout avec une femme, c'est-à-dire qu'ils vont répondre à un problème sociétal. On a besoin de voir un homme marié à une femme. Alors comment est-ce que je fais pour la dominer? Maintenant, il peut avoir une relation amoureuse de départ, mais maintenant on tombe sur des hommes qui sont profondément manipulateurs. Il va te changer ta garde-robe, comme on l'a fait avec moi. Il va petit à complètement. petit refuser que tu sortes. Il va contrôler tes sorties et puis totalement t'interdire tes sorties. Et je veux dire, il y a dans d'autres cas où il y a l'homme qui contrôle tes finances, mais le plus gros, c'est l'isolation. Ouais, C'est petit à petit, on te retire des jolis petits privilèges, la nourriture que tu pouvais aimer, et on t'enferme où il n'est que le seul à qui tu donnes toute ton complètement, attention, c'est toute vrai. ton affection, de telle façon que tu deviennes dépendante émotionnellement, financièrement, affectivement, dans tous les sens du terme. Et ça, peu de femmes prennent cela en compte. Elles se disent c'est de l'amour, ils voudraient, je veux dire, elles essayent de tout Prends soin donner de pour pouvoir moi. retenir. Oui, prends soin de moi, voilà. Et il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui prennent totalement soin de toi au départ pour créer cette dépendance émotionnelle et Mhm. après la relâche pour créer justement, pour devenir comme une drogue. Petit à petit, en fait, tu as envie de retrouver l'amour du départ, donc tu es prête à accepter tout pour qu'il te redonne le peu d'amour ou bien le peu d'attention qu'il y avait au départ. D'estime. Ouais. C'est assez difficile de dire à une femme de prendre soin d'elle en premier si on ne le lui a pas apprise. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'elles grandissent dans un univers où, petit à petit, en fait, on leur dit, votre vie n'existe que dans le regard d'un homme. Et là, Mhm. l'une des choses qui est assez importante, c'est pour ça que j'aime en fait les rebelles, les femmes qui viennent casser les codes, c'est que petit à petit, elles réveillent un type de femme comme nous. Moi, j'ai eu la chance, par contre, d'avoir de bons parents sur ce point-là, parce que je veux dire, c'est mon éducation de base qui m'a réveillée pour que je Mhm. fuis les violences, que je me retrouve dans la rue. J'ai préféré être dans la rue qu'à la maison. Et si j'étais pas partie, je serais morte maintenant, parce que c'était Ouais, un ouais. point où je dormais avec un couteau. Il était 3 fois plus fort que moi. Mais je m'étais dit, le jour où
si j'entre dans cette maison, on va bagarrer parce que j'en avais marre, mais je sais que ça, moi, j'allais perdre. Donc, je me suis dit, mieux, je m'en vais perdre ma vie dans la rue que sous ces Mhm. coups, en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vécu la violence psychologique, j'ai vécu la violence financière parce que je venais d'arriver d'un pays qui n'était pas le mien. J'ai vécu, en fait, j'ai vécu la violence sociale dans l'isolation. C'est-à-dire que moi qui étais une femme, franchement, je suis très people, je suis une femme des médias. J'ai aujourd'hui, je suis beaucoup plus fermée pour sortir. Il m'a Mhm. fallu 4 ans. On commence à s'imposer à lui quand on est prêt à partir, quand on réalise ce qu'on est en train de vivre. Et ce qu'on réalise qu'on est en train de vivre n'est pas normal. Mais Ouais. ça prend beaucoup de temps. Exactement. Et il y a Mais ce c'est gap de la exactement. peur. J'ai eu la même peur que toi, où tout à coup je me dis, il faut que je commence à jouer son rôle pour pouvoir me sortir de Mhm. là. Il faut que je puisse comprendre qui il est pour que moi je puisse savoir quel jeu je vais jouer pour Mhm. pouvoir me sortir de là vivante. Mhm. C'est tout ce qu'on veut, c'est de sortir de là vivant. Et par rapport au poids Exactement. de la solitude qui est très présent dans le livre, est-ce que ça a été le cas aussi pour vous, mais nous, est-ce que vous vous êtes senti seul pendant la situation en elle-même, en fait, et pendant votre processus de guérison? J'aime souvent dire la prison qui est réservée aux femmes victimes de violences et aux survivantes victimes de violences, c'est la solitude psychologique. Mm. Et dans beaucoup de cas, la solitude aussi, parce que c'est une autre école et l'entourage n'est absolument pas préparé. Mhm. À part ceux qui comprennent un tout petit peu, pour beaucoup de personnes, dès qu'on sort des violences, c'est-à-dire que dès que tu as quitté la violence, on oublie que la violence, en fait, elle est déjà à l'intérieur de toi par rapport au traumatisme, Mm. avec les maladies. Par exemple, moi, j'ai eu un dysfonctionnement de la thyroïde. La thyroïde, c'est un petit organe, mais c'est ça qui régule les hormones. Donc, du jour au lendemain, tu peux te retrouver en train de pleurer pour rien. Du jour au lendemain, tu as le corps, tu es là, tu as la trentaine, mais tu es dans le corps d'une vieille maman. Yeah. Et qu'autour de toi, à un moment donné, tu y ressens une fatigue profonde. C'est-à-dire que moi qui étais une pile électrique, je n'ai plus la même manière de vivre. Et qu'autour de toi, on te dise, tu exagères, en fait, tu n'es pas le centre du monde, tu es déjà sorti des violences, il faut que tu arrêtes. Ma mère n'a pas connu les violences parce que mon père fait partie des trésors humains. C'était un Mm. ange. Elle et moi, on s'est assises pour discuter. Elle m'a dit, je ne sais pas comment t'aider parce que je n'ai pas vécu, je ne sais pas, Mm. moi, on m'a jamais Mm. violenté. Et j'étais en mode, mais humainement, t'es ma mère, tu devrais normalement, en fait, elle était un peu perdue. Je veux dire, c'est avec le temps, c'est avec la maturité que j'ai compris qu'elle Ouais, était perdue, elle ne savait pas quoi faire. Mais et comme moi. sur le moment présent, pendant un bon bout de temps, je me suis sentie seule. Je Mm. n'arrivais plus en fait à avoir des connexions à l'extérieur et tout. Et alors, il y a cette solitude qui s'installe. Maintenant, il y a une deuxième solitude, c'est que tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps. Et c'est Mm. là où maintenant commence la descente aux enfers, parce qu'après, il y a la dépression qui s'emmène et il y a l'envie de mourir parce que j'aime souvent dire, il y a ce qu'on raconte, ce qu'on Mm. peut raconter, et il y a ce qu'on ne racontera jamais à personne, qui fait partie de notre intérieur, qui nous fait honte parce qu'on s'est retrouvé dans des situations où on a été totalement déshumanisé, Ouais. humilié, rabaissé. Témoigner, parler, c'est aussi plus tard, en fait, faire comprendre à une autre femme qui vit la même chose que toi que je peux m'en Et lui, sortir. Et si je m'en sors, ça veut dire que je vais témoigner. Et si je témoigne, et c'est beaucoup de personnes, parce que les pervers narcissiques et les hommes violents tiennent énormément à leur image. Et ils Mhm. sont prêts à te faire du mal si tu montres leur réel visage. tu vois que j'ai écrit ce livre parce que c'était en 2010, donc tu vois, pervers narcissique manipulateur, c'était aux prémices de ce Ouais, qu'on pouvait en exactement. dire. Oui, Mais en fait, c'était ma propre vengeance, c'était sans le savoir, parce que je n'aime pas me venger directement avec la personne. Je trouve ça beaucoup plus intelligent justement de le faire par des constructions de nous-mêmes, pouvoir laisser la parole à d'autres Exactement. personnes, Ouais. d'ouvrir une voie, quoi. C'est ça qui est Mhm. intéressant. Et là, j'ai Exactement. vu, en fait, quand le livre est sorti, les gens m'ont demandé, mais tu penses pas qu'il va venir t'attaquer? Je dis, mais non, jamais de la vie. Mhm. Il va pas s'effondrer comme ça devant le grand public. Mhm. Il va pas se dire, c'est moi là-dedans dans le livre. bien Quand sûr. finalement, il est Mm. juste un mec juste abject, quoi. Et puis, je pense qu'à partir de là, ce que tu disais, c'est très important de donner cette voix à, aux personnes que la première chose, la première étape de guérison, c'est dire à haute voix ce que l'on a vécu, parce que là, il y a quand même quelque chose qui va dégringoler en nous, quoi. Ouais. Comme tu as dit, il y a, dans la Exactement. construction, il y a beaucoup de souffrance. Donc, il faut être prêt à se reconstruire dans cette souffrance-là. Et le Mhm. fait de parler,
Je m'en rappelle un jour, j'avais fait, pour reprendre ma liberté, mon corps, il a fallu que je le trompe finalement, pour récupérer mon corps, il Oui, fallait bien que Mhm. ouais. je fasse acte donc j'ai été le tromper et il l'a su bien évidemment parce qu'il m'a hacké, il a machin, donc il savait très bien avec qui j'étais ce soir-là, nanana, et Mhm. il m'a mouliné jusqu'à ce que je lui dise oui, j'ai fait ça. Et donc, il m'a fait passer pour une folle, une crise de borderline. Et il m'a emmené chez un psy, un homme absurde. Il était assez absurde parce qu'il m'a fait passer pour Ouais. quelqu'un d'autre que sa bipolaire. Mm. Et en fait, mais moi, il m'a fait un cadeau parce que ça m'a permis de dire à haute voix pour la première fois en 6 ans ce que j'étais en train de vivre et ce qui n'était pas normal. Parce que c'est Mhm. vrai qu'on arrive dans un schéma où, comme tu disais, on se dit, mais est-ce que ce que je vis, c'est normal ou c'est pas normal? Parce qu'ils Mhm. sont quand même, Mhm. ils arrivent quand même à t'engager dans un truc où il n'y a plus de repères. Ils t'enlèvent de tout Mhm. repère De tout, social. exactement. C'était Je mon pense que c'est premier pas qui m'a permis de m'emmener vers se dire, OK, là, moi, je dois partir. Mhm. Là, il y a vraiment quelque chose à D'accord. faire. Et après, c'était, tu vois, 10 ans quand même de construction, de cure, comme on dit, à cura, vraiment la cure. Et comme toi, j'ai eu des problèmes graves physiques, Physique, gravissimes, exactement. et qui Mhm. par la suite m'ont complètement isolée du monde parce que c'était des maladies auto-immunes que personne ne voulait Ok. savoir. Oh, ça va, nous emmerde pas. Bon. Et comme toi, la grosse fatigue, et comme toi. Et je pense que c'est aussi cette guérison que l'on fait de l'âme qui va nous permettre aussi de retrouver un physique, de retrouver un mental, de retrouver de nous approprier, tu sais, vraiment Mhm. de guérir et de devenir ouais, cette belle personne qu'on est en train de Tout à devenir. Et c'est fait. ça qu'on Ouais, doit ouais, dire à ces femmes-là. Ça va être difficile, oui, ouais, mais ouais. allons-y. D'ailleurs, vous nous emmenez un peu justement dans les pensées de Chloé, puisqu'on Mm. parle du livre. C'est vrai que c'est quelque chose que vous décrivez quand même assez bien. On a l'impression même d'être à la place de Chloé. Et comment est-ce que c'était pour vous finalement même de revisiter ces parties de votre vie? Quand j'ai écrit le livre, je voulais vraiment le romancer. Oui, il fallait qu'il soit romancé. Il fallait que ce soit Chloé et Cédric et puis moi. Il fallait que je me mette dans la peau de ces personnages-là. Mais Mhm. j'ai dû l'écrire en 3 fois. Et la troisième fois, j'ai réussi vraiment à revisiter des scènes absurdes. De re-rentrer là-dedans On n'a pas m'a très fait bien voir entendu ce que complètement tu dis. l'absurdité, en fait, de cet être humain. Qu'il est important pour chaque personne de trouver son propre moyen de s'en sortir. Et on voit que dans le livre, Chloé, elle a utilisé en fait les manipulations de Cédric contre lui. Comment est-ce qu'on Comment, se reconstruit en oui, fait voilà, comment est-ce qu'on se mentalement? reconstruit mentalement après avoir subi une telle manipulation pendant aussi longtemps. D'abord, on est complètement détruite et on est excessivement seul, mais très seul. Et ça, je te rejoins complètement. Et c'est vraiment prendre cette force, je pense, qui est là, qui est indéniable pour commencer le chemin. Donc moi, c'était retourner voir un psy que je connaissais très bien. Et justement, le fait de pouvoir parler, de dire à haute voix ce que j'ai fait ou ce qui m'a fait subir, Mhm. c'était déjà ça, parce qu'il y a beaucoup de honte. Il y a beaucoup de honte hein, dans les violences conjugales, dans les viols, dans les paroles qui nous a mis à bas, dans les actions qui nous ont fait faire. C'est énormément de honte qu'on doit d'abord se libérer de ça. Donc c'est déjà libérer la parole, ne pas se sentir coupable. Donc Mhm. la culpabilité a une énorme part là-dedans. Donc je pense que c'est une des premières choses. Bon, c'était pour moi, hein, chacun à son rythme, mais qu'il fallait commencer à nettoyer ça pour pouvoir commencer à travailler en profondeur. Mais c'est se laisser le temps. C'est effectivement, c'est des tests qu'on doit se faire. Quand toi, tu n'arrives pas à sortir pendant 4 heures, tu te dis, mais tu as quand même réussi à aller à cette fête-là après 4 heures, ben, il faut s'applaudir. C'est-à-dire, on y est arrivé. C'est très Mhm. nous avec nous-mêmes, hein, parce que les gens ne comprendront pas. Ils vont pas comprendre que tout d'un coup, tu peux pas sortir, mais je comprends pas. Ben non, ben, tu comprends pas. Mais moi, je sais pourquoi. Moi, je sais aussi pourquoi. Des voitures qui m'attendaient dehors, la psychose qui s'est créée autour de ça. Il faut savoir de Mhm. nouveau le casser, de la peur qu'on se retrouve nez à nez avec lui dans un coin de rue, et puis cette part de féminité qu'on doit retrouver. Cette part, quand on a été violé
tellement de fois et violée par lui et violée par d'autres, qu'on a été cet objet sexuel. Il faut tout reconstruire ça avec beaucoup, beaucoup de douceur. Mais c'est dur. Mais ça prend le temps que ça doit prendre. Et si ça doit prendre 10 ans, ça doit prendre 10 ans. Ça va prendre le temps qu'il faut prendre. Parce que si on retombe encore sur une même forme, quelle que soit son intensité de perversion narcissique, ça veut dire qu'on n'est pas encore guéri. C'est vraiment les jours où on tombe plus heureux, où on dit tout de suite non. Comment est-ce qu'on fait tout simplement pour passer du statut de victime à celui de survivante? On est survivante quand on quitte les violences, quand on part et quand on décide en fait d'en vivre. La survivante n'est plus victime. La survivante ne subit plus. La survivante, en fait, c'est elle en fait qui se bat. Parce qu'il y a des femmes qui quittent les violences, mais que les violences poursuivent toujours, ou qui continuent d'être victimes. C'est deux statuts. Et je veux dire justement que la reconstruction se passe surtout quand on reçoit beaucoup d'amour. Moi, je le dis toujours, j'ai testé plusieurs formes de guérison. Et la première des choses, c'est que quand on a été tellement maltraité, tellement humilié, rabaissé, c'est l'amour qui sauve. Au-delà des psys et tout, sincèrement, quand on tombe sur des personnes bienveillantes et amour, et ça, c'est la grâce que j'ai reçue d'avoir une ou deux personnes, sincèrement, qui m'aiment, moi, si j'avais pas reçu ça, je me serais débutée depuis, hein, parce que malheureusement, les traumatismes liés aux violences, c'est quelque chose qui te colle à la peau toute ta vie. Maintenant, c'est à toi maintenant de voir comment est-ce que tu fais pour dealer avec, c'est-à-dire que petit à petit, tu fais la paix avec tes démons ou à un moment donné, tu les laisses te submerger. Mais c'est l'amour que tu reçois, c'est ce qui te fait, je veux dire, recommencer à avoir foi en l'humain qui te donne cette capacité à être survivante. Le psy t'aide à comprendre certaines phases, mais le psy ne te donne pas de l'amour. Le psy te permet d'avoir des réponses. La leçon que l'on tire, c'est que certaines rencontres te permettent de savoir en fait où est-ce que tu en es et surtout ce que tu ne veux pas. Et quand tu sais surtout ce que tu ne veux plus, tu sais déjà demain ce que tu ne peux plus jamais tolérer. Ah, complètement. Et tu ne peux pas tolérer. Il y a cette intolérance qui est indéniable. Ce qui est très important, c'est de se réapproprier, s'aimer. Et quand tu as l'amour de toi-même, quand tu reçois de l'amour, parce que j'aime souvent dire que moi, on m'a réappris à aimer. Victime, c'est quand tu es dans la situation de victimisation. Quand tu en sors, tu es sur le chemin de survivant. Et je pense qu'il y a l'étape en dessus que finalement je suis en train d'atteindre, d'être simplement vivante, tu vois, et d'être dans la vie. Et avec beaucoup de douceur, c'était très juste ce que Milou disait par rapport à la colère, où effectivement j'étais aussi moi très colérique, très dur avec moi-même, dur avec les autres, un langage aussi qui change. Et de rentrer vraiment dans cette douceur, cette force que l'on a peut être tout à fait créée par la douceur. Minou et Nicole, on va terminer aujourd'hui avec le petit message que vous voulez faire passer donc aux internautes. Toutes les deux, on vous écoute. Donc, quel message voulez-vous faire passer aujourd'hui? Alors moi, j'ai une phrase fétiche que j'aime dire aux femmes, et surtout aux femmes noires, c'est que vous n'avez qu'une seule vie et le cercueil, c'est une place. C'est-à-dire que jamais il y a personne qui pourra vous aimer mieux que vous-même. Ce qui fait en sorte que vous êtes exceptionnel. N'écoutez absolument pas la voix de la société, la tradition, la culture. Quoi qu'il se passe, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, vos enfants ne vont pas vous suivre dans la tombe, votre mari, votre mère, votre père. Mais par contre, à un moment donné, c'est de se demander, pendant que je suis vivante, comment est-ce que je souhaite vivre ma vie? Et j'aime souvent dire, on a dit quelque chose qui est magnifique parce que quand on m'a dit que je suis forte, j'ai dit non, je ne suis plus forte, je suis vivante. C'est-à-dire qu'être forte à un moment donné, c'est accumuler, c'est toujours être forte. Non, j'ai déjà arrêté d'être forte depuis 2 ans. J'ai décidé d'être vivante. Être vivante, c'est profiter de la vie. Et en fait, ça, j'aime souvent le dire aux femmes noires, la souffrance ne devrait pas être peau noire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas apporté tous les problèmes de la terre. Vous avez le droit d'être heureuse, de jouir de votre argent, de travailler, de tomber amoureuse, d'aimer le sexe, d'aimer l'argent, de vivre, de voyager. Vous avez le droit de vivre pleinement vos vies, de faire vos expériences et ne laisser aucun homme,
aucune famille, aucune parole vous dire que Ouais, quelque chose soit impossible. Et sachez une chose, quand on aime, on ne fait pas du mal. L'amour ne fait non, pas mal. L'amour jamais. est là pour faire grandir. C'est un très beau message qui rejoint le titre, en fait, du livre de Nicole. Ben, complètement. Donc moi, c'était juste, et moi, je te rejoins à 100% parce que ma phrase, c'est vis qui tu es. Donc même tatoué sur moi, parce que c'est tout ce cheminement, comme tu dis très juste, tout ce cheminement qu'on fait pour vivre qui Mm. on est. Qui on est Finalement, exactement. va découvrir la belle personne que tu es, grandis, deviens meilleur, regarde-toi et dis-toi, waouh, Wow. j'aime cette Exactement. personne que je suis devenue. Et là, on commence à vivre. Et ça, c'est un cadeau qu'on s'est offert nous, c'est de nos propres efforts. Donc oui, allons-y, quoi. Vraiment. Mais merci Et pour merci, ce hein. beau message. On va Merci à toi pour cette émission. Merci à vous deux, merci à vous trois, vraiment. Merci à vous. Ah, merci aussi à toi. C'est une très belle découverte. Mais ouais, J'aimerais une beaucoup très belle faire. rencontre. Ainsi s'achève cette première édition du Blue Sanctuary Talk Show. Un grand merci à vous, Nicole et Minou, pour votre participation et on espère que le partage de vos expériences viendra en aide à tous ceux qui pensent ne pas avoir de voix. Aux internautes, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous vous invitons à lire le livre Bullshit, ceci n'est pas une histoire d'amour et à suivre le travail de ces deux femmes inspirantes. Et surtout, n'oubliez pas, laissez-la amplifier votre voix. À très bientôt. À bientôt.